Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième cours de philosophie générale consacré à la notion d'inconscient. Je sais que beaucoup attendaient avec impatience que je consacre enfin une vidéo à ce grand auteur, parfois controversé tout de même, qu'est Freud. Et voilà, je m'y attaque enfin. Si je n'ai pas abordé Freud avant, c'est pas parce que je ne peux pas me le voir en peinture, mais parce que, vous l'aurez compris, l'inconscient est une notion très délicate qui repose sur une évolution historique qui prend racine dans la philosophie, et réduire l'inconscient à Freud, c'est de l'inconscience, justement. Haha. Plus précisément, j'ai pu montrer la fois précédente que Freud reconnaissait que Schopenhauer était son devancier en matière de réflexion sur l'inconscient. Je vous ai montré en quoi ce dernier, à l'aide de son concept de volonté qui précède la conscience dans son contenu, en était venu à à penser deux ou trois trucs hautement révolutionnaires pour l'histoire des idées, ce que la psychanalyse et la théorie freudienne nommeront le refoulement ou la libido notamment. J'ai aussi montré en quoi la théorie de Schopenhauer avait aussi ses limites, si on peut dire, et j'ai commencé à amorcer l'idée d'un changement de paradigme entre Schopenhauer et Freud, qui est le véritable fondateur de la psychanalyse et qui a posé les bases de la psychiatrie moderne telle qu'on la reconnaît encore aujourd'hui. Non, parce que loin de moi l'idée de vouloir vouer un culte à Freud, mais avant de le lyncher à cause d'une ou deux interprétations un peu bancales et parce que Onfray a dit que c'était n'importe quoi, parce qu'il s'est senti contrarié peut-être par ses théories, ça serait bien aussi de voir qu'est-ce qui peut être sauvé dans sa théorie et ce qui demeure encore pertinent aujourd'hui philosophiquement. L'immense mérite de Freud et la raison pour laquelle sa théorie de l'inconscient est de loin la plus connue ou en tout cas la plus populaire au niveau de la postérité, si on laisse de côté le fait que ça parle de cul et d'inceste et donc que ça excite davantage la plèbe que le vouloir vivre de Schopenhauer, c'est que la théorie de Freud est une véritable synthèse très claire et très précise au niveau conceptuel de ce que les philosophes que j'ai examinés précédemment ont pu développer. En effet, vous vous souvenez qu'on a abordé deux grands types d'inconscients, historiquement parlant. Un inconscient que les historiens nomment non dynamique, présent chez Descartes et Leibniz, et un inconscient dynamique inauguré par Schopenhauer. Eh bien, Freud va réaliser une synthèse au niveau conceptuel de ces deux théories, et il va les unifier dans son propre moule théorique. Et c'est purement génial, hein, on va pas se mentir. Pour aborder ces concepts qui sont restés à la postérité, je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais situer un peu mieux Freud au niveau historique et expliquer le passage d'une philosophie de l'inconscient à l'approche justement qui est celle de Freud, donc le passage d'une philosophie basée sur un primat de l'inconscient sur la conscience, tel que l'a développé Schopenhauer, et ensuite je vais m'appuyer sur deux grands textes pour développer sa théorie, ses essais de psychanalyse et ses études sur l'hystérie qui permettront d'illustrer un peu sa théorie de façon concrète. Tout d'abord donc, ce qu'il faut bien savoir, et je pense que c'est le principal tort de Freud, c'est que celui-ci a fait des études de philosophie, mais s'est vite détourné de celle-ci au bout d'un certain temps, car il considérait qu'il avait quelque chose de neuf à apporter au niveau scientifique. Le fait est, et ça c'est important et il faut bien le noter et se le mettre dans la tête avant d'attaquer Freud pour son absence de rigueur scientifique, c'est que l'inconscient n'est rien d'autre qu'une hypothèse de travail, un outil d'interprétation pour rendre compte des pathologies que l'on peut observer. Freud s'octroie donc le rôle d'un médecin et d'un précurseur en tant que thérapeute qui va recourir à la psychanalyse pour venir à bout de symptômes qui laissent présager d'une maladie qui n'est pas purement corporelle mais psychique. En fait, il y a quelque chose de curieux dans la théorie de Freud, qui est qu'il renie la philosophie sous prétexte, et on l'étudie pourtant en philo, hein, pas qu'en psycho, qu'il renie la philosophie sous prétexte qu'elle possède une dimension métaphysique ou spéculative, mais lui, il va créer des concepts et bâtir ses théories sur des hypothèses qu'il reconnaît comme telles par ailleurs. Car l'inconscient, il faut le dire, ça n'existe pas. D'un point de vue empirique, on ne peut pas le visualiser, c'est logique car votre conscience non plus n'apparaît pas par ailleurs, hein, tout ce qui vous est interne n'apparaît pas. Alors ce qui échappe à votre conscience, qui est elle-même interne,
Je vous laisse imaginer à quel point on n'en sait pas grand-chose. Bref, retenez bien cette idée importante que souvent les gens qui ne connaissent rien à Freud ignorent, qui est que Freud formule une théorie de l'inconscient dans un but thérapeutique et interprétatif, sans pour autant lui donner le statut d'une chose existante empiriquement. En revanche, les prétentions de Freud excèdent cet aspect initial, et on a l'impression quand même qu'il s'improvise le maître d'une nouvelle science qui serait la psychologie, chargée de rendre compte de ce qui n'apparaît pas, là où la science expérimentale étudie ce qui apparaît en surface. Comment est née cette intuition d'un inconscient chez Freud, et en quoi ce dernier consiste-t-il précisément par rapport à ce que l'on a vu la fois précédente? Vous l'aurez compris, il est donc faux de dire que Freud a découvert l'inconscient, car l'inconscient, d'une part, n'existe qu'à titre spéculatif dans un but explicatif et thérapeutique, d'autre part, car l'inconscient avait déjà été l'intuition de philosophes de premier plan avant Freud, dont notamment Schopenhauer, et Freud lui-même le concède, comme je l'ai montré la dernière fois. Qu'est-ce qu'il a apporté par rapport à ce qu'il y avait avant, et quelle est la différence majeure entre l'inconscient freudien et l'inconscient schopenhauerien? Eh bien, la différence fondamentale, c'est que l'inconscient freudien est un inconscient psychique, qui revient à la tradition platonicienne selon laquelle l'esprit humain est divisé en deux, en une part raisonnable, si on peut dire, et une part désirante qui demeure difficilement contrôlable. En effet, avec Schopenhauer, ce qui était inconscient était principalement ce qui précédait ontologiquement et chronologiquement la conscience, et en déterminer le contenu. Souvenez-vous de l'analogie avec le système digestif tel que je l'ai évoqué la fois précédente. Le problème définitionnel lié à cette théorie, si on peut dire, c'est que l'inconscient se mélange avec l'organique et avec l'instinctif. Presque tout devient inconscient, car ce qui est à la racine de notre volonté, de notre désir, ce que Schopenhauer nomme notre être profond, qui nous caractérise sans que nous en ayons conscience, si ça vous rappelle Bergson, c'est normal, rassurez-vous, prime sur la conscience. L'objection conceptuelle que l'on peut faire à cette théorie, c'est qu'il ne faut peut-être pas confondre l'instinctif et l'inconscient. En effet, on ne peut pas mettre sur un même plan les phénomènes internes à l'organisme et au corps humain et le processus de formation de nos idées, si inconscient il y a. Cet inconscient ne peut pas être corporel ou même métaphysique, il est pensé par rapport à la conscience elle-même justement, comme ce qui est présent dans une partie même de notre conscience, mais ne lui apparaît pas pour autant, dans une partie de notre esprit en tout cas, mais notre esprit, ce n'est pas que ce qui est conscient. C'est ça vraiment la trouvaille, on va dire, géniale de Freud. Bon, après, je dis pas que je suis d'accord avec le passage d'un paradigme à l'autre, même si je trouve qu'effectivement c'était nécessaire et que conceptuellement parlant, au moins ça progresse. La théorie de Freud va donc faire de l'inconscient un inconscient strictement psychique et le localiser comme on localiserait des compartiments précis dans un lieu au niveau spatial. Ça, c'est pour le point de vue conceptuel, mais comment expliquer historiquement que l'on n'en soit pas resté à un inconscient strictement organique et corporel, que les travaux de Marshall Hall, biologiste et scientifique éminent du 19e siècle, ont permis de penser, et sur lesquels je reviendrai prochainement dans une autre vidéo. Il faut savoir que Schopenhauer était assez féru de science et qu'il était vraiment à la pointe, hein. Quand il a développé certains aspects de sa théorie, que j'ai pas forcément encore énoncé parce que c'est très riche, et bien en faisant des recherches, donc Freud, j'ai fait des recherches il y a quelques mois, j'ai eu une explication intéressante en fait. L'élément déclencheur qui a été décisif dans les recherches de Freud, ça a été ce que l'on nommait au 19e siècle les mesmériens, c'est-à-dire les envoûteurs, les hypnotiseurs si on veut. En 1837, un mesmérien, le baron du Potet, fait sensation à Londres en faisant des tours de magnétisme et il parvient à endormir, à plonger dans un état de léthargie ou de somnambulisme les personnes qu'il prend pour faire ses tours. Les médecins britanniques sont bien enquiquinés car la médecine actuelle ne permet pas d'expliquer qu'un type puisse endormir ou rendre somnambule des personnes à l'aide d'un processus de suggestion qui va consister à moduler sa voix d'une certaine manière ou à faire contempler un objet de manière fixe à une personne, un pendule par exemple,
qui, comme vous le savez, va toujours de la souffrance à l'ennui. Les vrais savent pourquoi je dis ça. Un dénommé Thomas Laycock va alors tenter d'expliquer ce phénomène en publiant un ouvrage du nom de Traité des maladies nerveuses des femmes. Oui, parce que seules les femmes ont des maladies strictement nerveuses, c'est bien connu. L'explication de Laycock, c'est que les actes involontaires qui ne semblent pas s'accompagner de conscience peuvent s'expliquer à partir d'une fonction réflexe cérébrale, ou pour le dire autrement, à partir d'une partie du cerveau présent dans celui de la femme dont le rôle serait de prendre le dessus sur ses actions lorsque la partie destinée aux volitions conscientes est mise sur le banc de touche. Qu'est-ce qui a mis Laycock sur cette voie et quel est le rapport avec Freud par la suite? Eh bien, il semblerait que les envoûteurs ont réussi à créer leurs exploits par une manœuvre qui consiste à solliciter la vue ou l'ouïe des personnes qu'ils utilisent comme cobayes. Du coup, par association, Laycock ou d'autres médecins scientifiques ont dû se dire c'est bien dans le cerveau et plus précisément dans l'esprit que ça se joue puisque le mesmérien parvient à ses fins en ayant recours à une manipulation qui fait intervenir la tête de la personne, ses yeux ou ses oreilles, ainsi que les signaux qui sont renvoyés jusqu'au cerveau. Si inconscient il y a, il ne peut donc qu'être trouvé dans l'esprit humain, esprit qui serait localisé dans la tête de la personne, et nulle part ailleurs. C'est donc un inconscient de type cérébral qui va servir de point de départ à Freud pour bâtir sa théorie. Charcot, le maître de Freud et un neurologue de premier plan, va utiliser cette base pour expliquer les cas d'hystérie et faire l'hypothèse que les moments où les actes du corps d'une femme lui échappent renvoient au réveil de la fameuse fonction réflexe cérébrale qui chez Charcot devient un état d'hystérie prêt à prendre le dessus à tout moment. C'est un état d'hystérie latent qui finit par se réveiller. Freud va rajouter sa petite cerise sur le gâteau en expliquant l'hystérie ou toute forme de pathologie dérivée de l'hystérie en faisant l'hypothèse d'une dualité psychique permettant d'expliquer le passage de l'inconscient au conscient, tout en restant, vous voyez, sur le plan d'un inconscient qui serait vraiment très précisément situé au sein même de notre esprit. Je vais vous citer un extrait des essais de psychanalyse de Freud qui est important pour bien comprendre sa théorie. Il s'agit du paragraphe 1 du chapitre intitulé Le moi et le ça. Donc je cite, la division du psychisme en un psychisme conscient et un psychisme inconscient constitue la prémisse fondamentale de la psychanalyse. La psychanalyse se refuse à considérer la conscience comme formant l'essence même de la vie psychique, mais voit dans la conscience une simple qualité de celle-ci, pouvant coexister avec d'autres qualités ou faire défaut. Nous sommes ici en présence du premier mot de passe de la psychanalyse. La plupart des gens possédant une culture philosophique sont absolument incapables de comprendre qu'un fait psychique puisse n'être pas conscient. Faut croire qu'il avait anticipé ce que raconterait Sartre, et il repousse cette idée comme absurde et en contradiction avec la saine et simple logique. Et un peu plus loin, Freud nous dit « Nous avons obtenu le terme ou la notion de l'inconscient en utilisant des expériences dans lesquelles intervient le dynamisme psychique. C'est en ce point qu'intervient la théorie psychanalytique pour déclarer que si certaines représentations sont incapables de devenir conscientes, c'est à cause d'une certaine force qui s'y oppose. Ce qui rend cette théorie irréfutable, c'est qu'elle a trouvé dans la technique psychanalytique un moyen qui permet de vaincre la force d'opposition et d'amener à la conscience ces représentations inconscientes. À l'état dans lequel se trouvent ces représentations, avant qu'elles soient amenées à la conscience, nous avons donné le nom de refoulement. Et quant à la force qui produit et maintient le refoulement, nous disons que nous la ressentons pendant le travail analytique sous la forme d'une résistance. Notre notion de l'inconscience se trouve ainsi déduite de la théorie du refoulement. Ce qui est refoulé est pour nous le prototype de l'inconscient. Aussi, disons-nous que l'effet psychique latent, c'est-à-dire inconscient au sens descriptif, mais non dynamique du mot, sont des faits préconscients. Et nous réservons le nom d'inconscient au fait psychique refoulé, c'est-à-dire dynamiquement inconscient. Nous sommes ainsi en possession de trois termes, conscient, préconscient et inconscient. Fin de citation. En quoi c'est génial tout ça? C'est génial parce que, comme je l'avais annoncé précédemment, la théorie de Freud procède à une précision conceptuelle et un travail de synthèse énorme
des théories que l'on a étudiées les fois précédentes. En effet, il ne faut pas confondre le préconscient et l'inconscient en un sens freudien. En fait, ce que Descartes et Leibniz avaient relevé, souvenez-vous de l'exemple du pli dans le cerveau chez Descartes ou des petites perceptions de Leibniz, qu'on aperçoit rarement et jamais en totalité, eh bien c'était ni plus ni moins qu'un inconscient non dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui précède la conscience mais qui n'a pas d'impact ou de force active sur notre conscience, ou on pourrait dire une conscience obscurcie. En fait, ce qui est de l'ordre du préconscient pour Freud, c'est ce qui est fourni dans notre psychisme et n'apparaît pas ou plus à la conscience, mais peut toujours réapparaître à notre mémoire via une association d'idées avec un fait présent qui va nous évoquer un fait passé qu'on avait oublié et que notre esprit avait évacué. La jeune fille louche chez Descartes, par exemple. Donc on pourrait dire que le préconscient chez Freud, c'est tout ce qui va concerner comme des espèces de réminiscences, vous voyez. C'est pas qu'il y a une censure, c'est juste que bah on peut pas tout garder en tête, hein. C'est impossible, évidemment. Pour résumer, il y a ce que vous n'avez plus à l'esprit, mais qui peut toujours y revenir via un élément déclencheur, le préconscient, et ce qui est bel et bien inconscient en un sens fort, c'est-à-dire qui échappe à toute représentation possible de la part de notre conscience. C'est là qu'on en arrive à la fameuse trilogie de concepts qui ont fait date, le ça, le surmoi et le moi. Le moi, c'est vous et moi, la personne que vous êtes conscient d'être, et ce moi, il est pris en tenaille entre le ça et le surmoi qui sont localisés dans la partie inconsciente de votre psychisme. Le surmoi, c'est l'intériorisation de toutes les règles que vous avez en vous et que vous avez apprises durant votre enfance jusqu'à l'âge adulte. Le surmoi est constitué par l'éducation et les habitudes découlant de notre vie en société qui nous obligent à faire certaines choses et à ne pas en faire d'autres. Ne pas coucher avec maman, par exemple, c'est pas bien de faire ça, hein, ça se fait pas trop. Il faut vraiment être un vilain garnement pour en arriver là, ou un héros tragique de l'Antiquité grecque, au choix. Par les temps qui courent, le premier est plus à la mode que le deuxième, mais bon, ne nous égarons pas. Bref, votre surmoi, c'est un peu ce que Nietzsche nommait dans ses secondes considérations inactuelles, grand texte sur lequel je reviendrai sans doute un de ces jours, une camisole de force sociale, c'est-à-dire un ensemble de règles auxquelles vous vous soumettez sans même en avoir conscience, à tel point que ça vous paraît aller de soi. Le surmoi est pensé dans la théorie de Freud à partir de ce qu'il nomme le principe de réalité, tandis que le ça obéit au principe de plaisir. Vous vous souvenez que la fois précédente, j'ai fait le lien entre le concept de libido chez Freud et la théorie du primat des pulsions sexuelles sur la représentation chez Schopenhauer. Eh bien, cette théorie de Freud, c'est justement ce qu'il estimerait en être une correction, dans la mesure où c'est la recherche du plaisir qui prévaut, au fond même de toute notre vie psychique. Nous avons tous une certaine quantité de libido, de désir sexuel, mais ce désir sexuel n'est pas simplement stimulé par la conservation de l'espèce comme chez Schopenhauer, il est stimulé par la présence d'interdits et de tabous. En fait, chez Schopenhauer, on pourrait dire que le principal manque par rapport à la théorie de Freud, c'est la prise en compte de la dimension sociale, qu'on retrouve par ailleurs chez Bergson aussi. Or, qu'est-ce qui est tabou? Eh bien, est tabou tout ce qui est considéré comme immoral ou contraire aux conventions sociales que notre surmoi intériorise, et cet interdit nous excite sans même que l'on en soit conscient. Et ça, c'est notre ça justement qui le sait et veut réaliser ce que l'on veut profondément. Pour Freud, par exemple, les petits-enfants ne sont pas mignons du tout parce qu'ils veulent coucher avec leurs parents de sexe opposé, et c'est l'autre parent qui sert de garde-fou à ce désir et leur fait craindre la castration en cas de passage à l'acte, raison pour laquelle le père va incarner les prémices de la structure du surmoi avant même que le petit garçon ait une vie sociale. Il va développer une crainte de la castration et refouler ainsi, en principe, son désir sexuel envers sa maman. Bon, là, je vous donne un exemple connu d'une interprétation controversée de Freud, mais juste pour que vous compreniez comment fonctionne le ça, c'est une sale race, il veut que des trucs sales ou qui s'opposent au principe de réalité auquel se fie notre surmoi justement. Le principe de plaisir auquel obéit le ça est antisocial par excellence et nous fait perdre notre sang-froid par définition, car il échappe aux interdits et aux tabous posés par le surmoi et le principe de réalité qui a pour tâche de nous renvoyer à nos obligations
liées à la réalité sociale dans laquelle nous vivons. Retenez donc bien que pour Freud, c'est la tension entre l'individu et ses aspirations secrètes et le collectif qui permet d'expliquer le refoulement et la présence d'un inconscient à proprement parler. En fait, c'est pour ça que c'est dynamique. C'est vraiment l'inconscient s'explique par le résultat voyez, de deux forces antagonistes qui s'exercent sur notre personne. En fait, notre moi, vous et moi en tant qu'individu conscient, donc, on est pris dans une tension permanente entre notre recherche du plaisir propre au ça et nos obligations propres au surmoi. Et c'est cette force égale, ou parfois inégale en fonction des individus et de leur degré de moralité justement, qui permet d'expliquer la présence de pathologies pour Freud. On n'a pas une vie facile, pour le résumer de façon encore plus concrète, et c'est pour ça qu'il existe des hystériques, car leur désir immoral est si fort que chez ces personnes que leur hystérie est le symptôme d'une lutte entre le ça et le surmoi. En fait, la pathologie qui est identifiée à la présence de symptômes que le psychanalyste va chercher à guérir, elle est liée au fait que le moi ne parvienne pas à réprimer complètement la force qu'exerce le ça sur lui. Mais puisqu'il y a un surmoi qui fait barrage et qui nous impose ses exigences, il est hors de question que les horreurs qui constituent le désir du ça puissent advenir à la conscience et s'avouer comme telles. Le symptôme est donc le moyen détourné et symbolique qu'a trouvé le ça pour passer les barrières mises en place par le surmoi et pour se réaliser de façon détournée. Parce qu'au bout d'un moment, la société et cette espèce de tyran de surmoi, ils nous font un peu suer, quoi. Le symptôme est donc la manifestation physique liée à un processus de conversion somatique d'un désir inconscient et refoulé. Somatique, c'est-à-dire qui va se manifester physiquement par le biais du corps. L'inconscient va se rendre visible à travers le symptôme afin de rappeler qu'il veut exister et être visible justement, afin de montrer que s'il ne peut pas arriver à la conscience, il y arrivera d'une façon détournée. L'exemple que prend Freud dans ses études sur l'hystérie, et qui est canonique pour l'illustrer, c'est le fameux cas Elisabeth. Elisabeth est une vieille fille. Vieille fille à l'époque, c'était 28 ou 29 ans, hein, rien à voir avec aujourd'hui. Elisabeth rencontre le futur mari de sa sœur. Elle passe du temps avec lui, elle le trouve sympathique, comme tout, et elle se dit qu'elle en voudrait bien un qui soit similaire quand elle aura enfin trouvé le bon. Par la suite, sa sœur tombe gravement malade, et elle développe une paralysie des jambes qui l'empêche d'aller voir sa sœur sur son lit de mort pour la soutenir dans ses potentiels derniers instants difficiles. Étant donné que cette histoire de paralysie des jambes, ça commence à l'énerver pas mal, la pauvre Elisabeth, elle va voir le docteur Freud, qui va la psychanalyser, moyennant une certaine somme, et essayer d'interpréter la paralysie, qui demeure inexplicable en tant que telle, comme un symptôme d'un désir refoulé. Ce désir étant celui de se taper son beau-frère, bien évidemment, raison pour laquelle son corps lui interdisait d'aller bouger son derrière pour aller voir sa sœur, car elle espérait secrètement que celle-ci crève afin de pouvoir récupérer le beau-frère dans la foulée. Évidemment, Elisabeth ne va pas beaucoup aimer cette interprétation de Freud, hein, vous vous en doutez, et va manifester des crises de nerfs que Freud interprétera comme de l'hystérie et comme la fameuse résistance du ça qui ne veut pas être découvert et démasqué, dont Freud parlait précédemment à propos de la résistance. En fait, le psychanalyste ne peut pas trop avoir tort, vu que ne pas être d'accord avec son diagnostic, c'est résister. Et la résistance du patient est la preuve même que le psy a raison. Voyez? Bref, Elisabeth va d'abord réagir de façon violente, et puis petit à petit, à mesure que le temps passe, elle va finir par admettre que Freud a peut-être vu juste, et ses symptômes seront alors guéris, car la psychanalyse permet d'analyser le vécu extériorisé du patient pendant la consultation pour y trouver la cause du symptôme, et l'accès à la cause permet de guérir le mal qui est à la racine du symptôme en le faisant arriver à l'état conscient, justement. Toutefois, Freud rassurera Elisabeth en lui disant que les résistances qu'elle a rencontrées ainsi que sa totale inconscience de ce désir refoulé sont les preuves de sa haute moralité. Pour le dire autrement,
Pour Freud, on est tous plus ou moins pourris à l'intérieur, mais certains sont plus pourris que d'autres. Ceux qui sont plus pourris étant ceux chez qui la censure du surmoi n'a aucun impact, ou alors très très peu, et où des désirs qui seraient refoulés chez la plupart des gens seraient en fait pratiquement conscients, voire en totalité chez ces gens-là. Voilà, donc vous pouvez remarquer qu'on a une théorie assez costaude qui effectue la synthèse avec tout ce qu'il y a eu avant en la matière et qui permet de développer une technique permettant d'élucider certaines pathologies d'ordre psychique. Il y a le préconscient qui peut toujours revenir à la conscience mais qui lui échappe quand même en temps normal, et le véritable inconscient qui résulte du refoulement et de la tension entre nos exigences sociales et morales et celle de notre personne profonde qui ne dépend pas de ces exigences-là dans la constitution de ses désirs. La question qu'on peut se poser pour faire avancer la réflexion, tout de même, c'est si justement l'inconscient n'est amené qu'à exister que de façon hypothétique, comme cause de troubles inexplicables scientifiquement, et si tout notre inconscient se réduit à un moi profond et immoral, qui serait étranger au cadre social dans lequel nous développons notre existence. La vie en collectivité est-elle responsable de l'émergence d'une partie antisociale qui lui est étrangère ou, à l'inverse, peut-elle influer sur un inconscient dont on pourrait dire quelque chose en l'intégrant dans une perspective historique ou sociale qui permettrait d'en parler dans le détail autrement qu'à titre hypothétique? C'est ce que l'on verra la prochaine fois en essayant de prendre un peu de recul avec la théorie freudienne de l'inconscient et en essayant de voir s'il n'y a pas d'autres pistes qui nous ont échappé et qui permettraient de parler avec plus d'assurance d'un inconscient qui n'existerait pas seulement à titre d'hypothèse. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À très bientôt!